Vous avez des questions? Heu, Valmir qui dit: «Beaucoup de problèmes de chômage aux USA. Il pourrait apprendre dans quelques mois à venir qu'ils sont en récession». Et alors ils le sont déjà, hein. Je pourrais faire une vidéo, j'en avais fait une sur Éternel étudiant qui vous montre des indicateurs, pour pouvoir voir par anticipation, pour dire: «Tiens, économiquement, on est déjà en récession depuis un certain temps». Parce qu'en fait, en général, quand on va te dire: «On est en récession», le marché bouge pas ou très, très peu parce que ça fait déjà des mois, voire des années que, le marché est en récession. En fait, on va le dire officiellement, mais les chiffres, ont un certain nombre de retard avant de pouvoir dire officiellement on est en récession. Mais tu es capable déjà de le voir depuis un certain temps. Aujourd'hui, officiellement, si tu regardes les courbes des taux, etc., on est déjà officiellement en récession. Mais le marché l'a pas pricé. Ça veut dire qu'il y a toujours un décalage entre le pricing d'une récession et le fait qu'elle arrive. Et après, vu que c'est toujours un peu un retard, tu peux avoir une sorte de rattrapage aussi, d'accord, avant qu'on le voie, qu'on soit capable de le voir officiellement. Et pourquoi, en fait, quand on te dit on est en récession ou on est sorti de récession, bah, le marché évolue pas directement parce qu'en fait, le marché a déjà évolué depuis des mois, voire des années en arrière, tout simplement. Donc, en fait, c'est réagir sur des news court terme, mais si tu regardes les courbes des taux, même l'inversement des courbes des taux, etc., tu es capable de voir depuis maintenant un certain temps qu'il y a des points négatifs et que on est déjà en train de préparer une belle récession pour la suite. Euh, et qu'on soit loin de la fin de cycle. Alors attends, non, je pense que tu avais posé une question. Penses-tu personnellement que ce cycle de 4 ans peut être cassé et prolongé de quelques mois ou quelques années avec ETF, Genius Act qui change la donne? Ton avis perso et qu'on soit loin de la fin de ce cycle. Pour moi, tout est possible. Le scénario que j'entrevois, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser qu'on soit sur un cycle de 4 ans, entre guillemets, qui soit breaké, même si j'aime pas trop ce cycle de 4 ans, parce que pour l'instant, ça a été plutôt timé par des cycles d'impression monétaire, en fait, au-delà de la partie halving et purement crypto. Et je pense que je vous en parlerai aussi. Mais on est sur des cycles macro. Par exemple, quand vous commencez à charter le, le S&P 500, par exemple, par rapport à l'or, vous êtes sur des cycles qui durent entre 34 et 36 ans. Et que là, on est dans une période où il y a une surperformance, en fait, du S&P 500 par rapport à l'or. Et qu'en général, là, on est plutôt vers des actifs et sur un bull run assez significatif. En fait, pourquoi le Bitcoin aussi a très très bien performé depuis le début? Il y a plusieurs raisons. Il y a en effet la partie halving, mais surtout les cycles d'impression monétaire. Et surtout parce que ça a été lancé après un bear market séculaire, après la crise des subprimes 2008-2009. Et vous allez voir, je vais vous le partager maintenant, ce graphique. Ça sera, je pense pas que vous l'ayez déjà vu, mais c'est quand même assez fou. J'en reparlerai, je pense, un peu plus tard. Je vais vous le montrer maintenant parce que c'est quand même assez dingue. Ça permettra d'étayer mes propos. Alors, je crois que c'est celui-là. Non, c'est pas celui-ci. C'est pas celui-ci non plus. Que j'arrive à le retrouver. Tac, tac, tac. Hop. Alors, je sais plus où je l'ai foutu. J'ai tellement de graphiques dans mon truc. Faudrait que j'arrive à vous le remontrer. Ça me fait un peu chier. J'aurais bien aimé vous le montrer maintenant. Bon, je le retrouverai pour la prochaine fois. En gros, ce que vous avez les mecs, c'est que si vous chartez la partie, euh, la partie S&P 500 par rapport à l'or depuis les années 1905-1910, vous voyez que vous avez des cycles à peu près entre 34 et 36 ans. Vous avez à peu près 10 à 12 ans de surperformance de l'or par rapport au S&P 500. Donc, on est plutôt sur, en général, des périodes de risque et des périodes où on n'a pas forcément envie d'aller sur des actifs risqués. Et ensuite, des périodes beaucoup plus longues pour arriver sur les 34-36 ans à peu près de hausse au total, de cycle complet, où là, on a une surperformance des marchés en bourse sur, sur le stock market, quoi, de manière générale. Ça me fait un peu chier, j'aurais bien aimé vous le montrer. Je vais voir si j'arrive quand même à le retrouver. Hop. Je vais essayer de voir si je peux vous le remettre, les mecs, quand même, parce que
Voilà, je crois que je l'ai retrouvé. Ah, nickel. Je vous l'ai retrouvé. Je voulais quand même vous le montrer parce que ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne voient pas forcément. Et là, on est quand même sur quelque chose d'assez fou. Là, je vous montre vraiment le cycle macro-macro, au-delà même juste de la partie crypto. D'accord. Ça, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui vous le montrera. Voilà ce qu'on observe. Donc là, je vous ai mis le SPX par rapport à l'or en monthly. D'accord. Donc on est quand même depuis les années 1929-1930. D'accord. Donc regardez à peu près pendant 10 à 12 ans, on est sur un bear market avec un or qui surperforme en fait le marché globalement, de manière générale, de manière structurelle. Donc l'or a surperformé jusqu'en 1942 et ensuite, on est venu voir le S&P qui surperforme l'or et le marché financier de manière générale pour arriver à un top de cycle. D'accord. Et si je dézoome un petit peu, on était là sur à peu près 36 ans de période d'augmentation. Ensuite, on a eu de nouveau un bear market séculaire de 10 à 12 ans avec une surperformance de l'or jusqu'à les années 1980. Donc des années 66 jusqu'en 1980. Ensuite, avoir une réexplosion à la hausse pour arriver sur le cycle de 34 ans, hein, avec une surperformance du S&P par rapport à l'or. Et ensuite, de nouveau, bear market circulaire de 10 à 12 ans. Regardez, hein, le timing, il est quand même assez dingue. Hein. Des années 99 jusqu'à là à peu près 2010, 2011, voire même on pourrait regarder en monthly, hein, si je zoome même un petit peu, on pourrait s'amuser à jouer. On est presque sur du 2008 en fait, hein, 2008, 2009. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'assez bas et en fait pile le moment où il y a eu le timing en fait du lancement du Bitcoin. C'est quand même assez fou. Hein. C'est-à-dire que Satoshi, en plus de ça, était quand même un très bon macro-analyste parce qu'en fait, il a lancé le Bitcoin pile dans une période structurelle où normalement on était censé avoir une surperformance de ce genre de marché-là. En tout cas, ce genre d'innovation pouvait être lancé à ce moment-là. C'est là où il y avait le plus de chances à ce que ça réussisse. Et ça a été le cas. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a plein d'autres choses. Si on l'avait lancé, si on avait lancé dans cette période-là, sans doute que le Bitcoin n'aurait pas eu ces aussi belles performances. Et surtout, si on n'avait pas eu le quantitative easing, l'impression monétaire et tout, évidemment aussi, ça n'aurait pas eu le même impact. Mais toutes ces choses-là, on l'observe de manière beaucoup plus significative dans des périodes comme ça. Donc pour moi, le scénario le plus probable, en fait, sur le long terme, c'est qu'on continue en fait ça, même s'il y a des périodes de bear market. Hein. Là-dedans, en fait, depuis 2009, il y a évidemment des périodes de bear market, des périodes de correction. Mais globalement, on remarque quand même une surperformance du S&P 500 par rapport à l'or. Et donc, pour moi, le scénario le plus probable, c'est qu'on continue en fait cette tendance jusque-là, et puis qu'on arrive en fait vers un bear market potentiellement séculaire, parce qu'on est quand même sur des cycles de 34-35 ans, à partir de là, de octobre, novembre 2034, et là, à partir de là, 10-12 ans de surperformance de l'or par rapport au S&P 500, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce qu'on parle quand même de cycles, là, de plus de 100 ans. Hein. Donc, c'est quand même, on est quand même sur quelque chose d'assez beau, de structurellement vraiment pas mal. Et la crypto joue un rôle aussi, évidemment, là-dedans. Donc pour moi, pour résumer un petit peu mon propos là-dessus, ce que j'entrevois pour la suite, c'est que pour l'instant, de se dire qu'on ait un breakout de la partie 4 ans, je pense que c'est trop tôt. Jusqu'à présent, ça a été plutôt timé par des cycles de liquidité et par des cycles d'impression monétaire. Donc, qu'on ait une période euphorique sur fin d'année, début d'année prochaine, c'est le scénario que j'entrevois aujourd'hui le plus possible. Ceux qui vous disent qu'il n'y aura pas de bear market, franchement, j'y crois pas du tout. Par contre, comment va réagir le marché si demain, on est potentiellement 2026, imaginez fin de cycle haussier, potentiellement bear market, et qu'à partir de ce moment-là, ils décident de relancer la pression monétaire, la planche à billets comme ce qu'ils avaient fait en fait avec le Covid, qu'est-ce qui pourrait se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on pourrait voir et qu'est-ce qu'on pourrait observer à ce moment-là? Peut-être un bear market qui durait moins longtemps que prévu. Donc, imaginez cas théorique 2026, début 2026, gros début de bear market, donc de janvier jusqu'à mars, avril, mai par exemple. Là, ils décident de dire, OK, il y a tout qui se casse la gueule dans l'économie, on décide de baisser les taux à mort, grosse impression monétaire, on rachète les obligations, on rachète tout, comme ce qu'ils ont fait avec le Covid, mais x100. Et là, du coup, on a un marché qui repart beaucoup plus vite pour remonter sur 2027, 2028, 2029 en fait, et qui couperait potentiellement l'herbe sous le pied de beaucoup de personnes, avec ce qu'on appelle aussi du left translated cycle, donc c'est-à-dire un top qui arriverait peut-être plus tôt que prévu. C'est-à-dire que là où beaucoup de gens s'attendraient à un an peut-être de bear market avec une augmentation comme ce qu'on a eu en fait, hein, si on prend le cours du Bitcoin, là depuis le début, qu'est-ce qu'on observe? Hop, je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà. On a une année en général de bear market,
une année de consolidation et ensuite à peu près 2 ans, 2 ans de très belles augmentations. Là, il est tout à fait possible qu'au lieu d'avoir un an de bear market, que vous ayez 5 mois de bear market et ensuite une augmentation structurelle peut-être plus rapide que prévu avec un top qui devrait arriver, au lieu de l'avoir à la fin de la 4e année du potentiel cycle, de l'avoir au bout de 2 ans et demi ou 3 ans. Ce qui fait que beaucoup de gens qui s'attendaient en fait à rentrer plus bas ne seraient pas capables de le faire, rachèteraient du bac plus haut, s'attendraient à avoir un bull qui continuerait encore pendant 4 ans, alors qu'en fait, ça ne serait pas le cas. Voilà, des scénarios, en fait, je peux en faire 50. Hein. D'accord, je peux en faire 50 différents. Pour l'instant, je pense que de là à se dire que ces cycles n'existent plus et qu'on n'aurait pas une phase parabolique sur la fin de l'année ou début d'année prochaine, je pense que c'est trop tôt pour pouvoir le dire. Mais de se dire qu'a priori, on resterait toujours sur des cycles de 4 ans, je pense que c'est faux aussi. Je pense qu'à un moment donné, ça sera quelque chose qui se fera briquer. Donc restez ouvert à l'esprit par rapport à ça. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ce genre de graphique, les mecs. Que penses-tu des 30 indicateurs de bull run de CoinGlass? Ça reste un outil à étudier. Je le partage même régulièrement, mais de là à se baser que sur ça, toujours pareil, attention. Célandra, l'accompagnement est-il disponible pendant ou après le bear, puis se positionne pour le prochain cycle? Pour le prochain cycle. En fait, pour la partie accompagnement, si tu décides de venir maintenant, là, a priori, on est plutôt en boule. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour la partie boule. Si tu décides de venir plus tard en bear market, notre stratégie aura changé pour s'adapter à ce qui se passera en bear. En fait, tu vois ce qu'on fait à l'instant T avec Mickaël. Donc, si tu décides de venir plutôt sur la partie bear, il n'y a aucun souci. Mais du coup, la dynamique aura changé et du coup, notre stratégie aussi aura changé. Voilà, c'est tout. J'espère que j'ai répondu à ta question, Célendra. T'attends-tu à ce que les trésoreries Ethereum continuent d'accumuler pendant le bear market? Moi, je m'attends surtout, alors que ça soit sur Bitcoin et sur Ether, je m'attends surtout à ce qu'il y ait des mauvaises surprises, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises qui profitent aujourd'hui de la hype, de la trésorerie en crypto, je vais en reparler un peu tout à l'heure, se fassent éclater en bear. Alors peut-être pas toutes, et heureusement pas toutes, mais je pense qu'il y aura des belles surprises, comme à chaque fois, et que tu ne peux pas utiliser des effets de levier aussi importants pour beaucoup d'entreprises sans avoir des déconvenus à un moment donné, surtout quand le marché se retourne, parce qu'à un moment donné, il va se retourner. Voilà. Donc après, on verra l'amplitude du truc, est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va, il y a beaucoup d'entreprises et les plus grosses qui feront faillite et qui seront obligées de vendre leurs actifs en bear market? Est-ce que justement, ça ne sera pas une superbe opportunité pour rentrer dans des périodes comme ça? Voilà. Très compliqué de le prédire, mais moi, je m'attends quand même aujourd'hui à ce qu'il y ait des boîtes qui fassent faillite. Tu peux pas avoir un cycle où tu as des boîtes qui achètent tout et n'importe quoi simplement parce que ça leur permet de faire pumper sur le court terme leurs actions. Tu as des boîtes qui disent on pourrait potentiellement mettre du Bitcoin ou tel actif en réserve stratégique. Ils voient que leurs actions en quelques jours prennent du 1500, 2000%. Donc évidemment que ça leur fait plaisir et puis qu'ils peuvent en profiter pour gagner de l'argent. Puis après ils disent oh bah non, au final on va pas le faire. Ou alors ils décident de le faire et derrière c'est peut-être pas forcément une très très bonne gestion qui est faite derrière. Donc voilà. Moi je m'attends à ce qu'il y ait des faillites en bear. Mios qui me dit après c'est sur performance de l'or d'ici là BTC si alors j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à lire. Je suis désolé Mios, mais si c'est la surperformance de l'or, donc d'ici là le Bitcoin s'il fait 500K, si l'or fait 9% par an et que le BTC fait 5% par an, c'est déjà le bull, non, pas forcément bearish, c'est juste l'or qui marche mieux. En fait, il faut regarder si tu chartes, si tu as le doute, tu chartes le Bitcoin par rapport à l'or ou l'or par rapport au Bitcoin et tu verras qui surperforme quoi. Là, pour l'instant, clairement, l'or, le Bitcoin surperforme tout, tout simplement. Et depuis 2009, depuis le lancement du Bitcoin, le Bitcoin surperforme l'or, mais surperforme tout. Donc, il n'y a qu'à regarder combien de Bitcoin il fallait pour avoir une once d'or au début et combien de Bitcoin il faut aujourd'hui pour avoir une once d'or, tout simplement. Sol est en train de breaker. Je sens que ça anticipe la news sur les prochains ETF Sol. Ouais, c'est ça. Mais attention, moi, j'aime pas tout ce qui est news court terme sur les ETF, les machins.
tu peux avoir toutes les news que tu veux et on l'a vu. Tu vois, quand tu as des news qui ne sont pas propices, ou même, tu vois, quand tu es dans un marché qui structurellement va baisser, ou est en train de baisser, tu peux avoir toutes les bonnes news, en fait, ça va continuer de baisser. Et à l'inverse, quand tu es sur un marché de merde, tu peux avoir toutes les bonnes news que tu veux, ça va continuer de baisser aussi, tu vois. Donc en fait, je pense qu'il faut faire attention à toutes ces news-là. Tout ce qui est anticipation sur le court terme, il peut y avoir un ETF, machin, ça retombe à chaque fois comme un soufflet. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention, quoi. Mais après, oui, possible. Et de toute façon, quand ça sera le moment d'augmenter pour les alts, Sol en profitera. Je vois pas pourquoi il passerait à côté, quoi. Chris, j'ai fait crypto-investisseur, mais par manque de temps, je réfléchis à un accompagnement. Question, comment puis-je être sûr de rentabiliser la mensualité nécessaire pour ce dernier? Alors, tu as beaucoup de gens qui te diront, si tu viens, tu es sûr de le rentabiliser. Le marché, on ne sait pas ce qui va se passer. A priori, si on fait un certain nombre de choses, et depuis le début de l'accompagnement, ça a été largement rentabilisé déjà jusqu'à maintenant, et ensuite, ça le sera encore plus, je pense, dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années. Mais on ne peut pas promettre une rentabilité spécifique. C'est tout, parce que le marché, il fera ce qu'il fera. Donc, il faut que ce soit aussi raccord par rapport à ton portefeuille, il faut que ce soit raccord avec ta gestion de risque, il faut que ce soit raccord avec ce que tu veux faire. Donc, si tu as besoin d'échanger avec nous, n'hésite pas, hésite pas à réserver un appel, puis on échangera avec toi directement. Mais voilà, l'objectif, évidemment, c'est que ce soit rentable et que vous gagnez de l'argent. On est là tous pour gagner de l'argent et l'idée, c'est que ça le soit. Euh, et ça l'est et ça continuera, à mon avis, de l'être. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais en même temps, on ne peut pas dire aux gens, c'est sûr que tu vas le rentabiliser parce qu'on n'en sait rien. Ça, c'est la réalité. Alors oui, c'est pas marketing du tout, mais c'est la réalité. Le marché, il fera ce qu'il fera. Et c'est toujours gestion de risque. Et le risque, c'est vous qui le prenez. On ne gère pas votre portefeuille. Hein, pour ceux qui veulent savoir un peu comment ça marche, l'accompagnement et tout, vous avez le lien juste en dessous avec la description et surtout la vidéo explicative. On vous explique ce qu'on fait, les analyses, on les fait pour vous, les veilles de marché, etc. On vous explique tout le raisonnement, tout ce qu'on fait. Tout est sourcé, tout est analysé. Mais derrière, il y a toujours des risques. Donc derrière, tu décides d'y aller et le marché ne fait pas ce que tu souhaites ou ce qu'on souhaite, c'est le risque à prendre. Et le risque, dans tous les cas, c'est toi qui vas décider de le prendre. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a fait en mensuel, parce que ça permet de lisser aussi le coût de l'accompagnement. Et voilà. Après, on peut comprendre aussi que c'est pas fait pour tout le monde, que c'est un certain coût pour certaines personnes. Voilà. Puis après, le mieux, c'est que tu essayes un mois. Hein. Tu essayes un mois, tu testes, ça te plaît, tu restes, ça te plaît pas, tu n'es pas obligé de rester, il n'y a pas d'engagement. Hein. Donc, le mieux, c'est que tu essayes, tout simplement. Et si tu as envie d'échanger avec nous, tu as le lien pour réserver un appel avec nous sur la partie sur Teams, juste dans la description. Et on préfère être raccord avec les gens, on préfère garder la tête sur les épaules et puis quitte à peut-être même refroidir un certain nombre de personnes, parce que certains qui disent quelles sont les garanties de gagner de l'argent. Ceux qui promettent des garanties dans l'investissement crypto et sur ce qu'ils proposent en fait comme produit ou service, c'est pas possible. Voilà, ils mentent. Tu peux pas prédire et tu peux surtout pas promettre un rendement spécifique. Tu peux parler historiquement parlant. Tu peux dire, tiens, historiquement parlant, sur le cycle d'avant, voilà ce qui a été fait, voilà ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc potentiellement, voilà ce qui pourrait être possible d'être fait. Mais c'est tout ce que tu peux faire. Si tu dis, tu viens et tu es sûr que tu feras un x10 ou un machin, connerie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est ce que je dis depuis un certain temps maintenant, c'est que pour l'instant, il y a encore des opportunités, donc l'accompagnement reste ouvert, parce qu'on est encore sur des niveaux de prix super intéressants, et donc il y a des opportunités pour les nouveaux qui commencent à rentrer, pour rentrer sur des niveaux de prix super intéressants, et pour profiter potentiellement de ce qui risque d'arriver dans les prochains mois, prochaines semaines. Le moment où ça ne sera plus le cas, quand tous les projets seront à l'ATH, machin, il n'y aura plus accès à des nouveaux entrants, parce que ce sera plus intéressant. A priori, si c'est encore ouvert aujourd'hui, c'est que c'est encore intéressant. C'est tout. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Chris. Yannick, j'ai commencé la formation crypto-investisseur depuis quelques semaines. J'apprends tous les jours et cela m'ouvre les yeux sur les possibilités à venir. Ouais. Merci Yannick en tout cas pour ta confiance et ça a été un plaisir d'échanger avec toi la dernière fois. Mais ça prend du temps. Laisse-toi le temps. Il y a quand même pas mal d'infos. Faut te laisser le temps. C'est normal que ce soit un peu compliqué au début de pouvoir comprendre tout ce qui se passe. Mais après, les compétences que tu as, tu pourras t'en servir tout le temps. Attention, une baisse de 50 points serait contre-productif à la réaction du marché. Cela voudrait dire que notre ami Powell aurait mis du temps à baisser les taux et dire l'économie au plus bas. On verra. Les théories prévoient un top de marché mi-octobre, mi-novembre sur Bitcoin. Alors, étude cet avis-là. Si tu prends historiquement parlant, octobre, novembre,
Si tu prends le cycle de 2017-2021, historiquement parlant, le top du Bitcoin a atteint ce moment-là. Voilà. Sur les alts, c'est autre chose. Hein. Sur les alts, tu regardes, tu en as qui peuvent continuer sur encore pendant 3, 4, 5 mois. Hein. Tu as plusieurs vagues, tu as plusieurs trucs. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui est envisageable. Voilà. Après, est-ce que ça sera absolument le cas et tout? Je ne sais pas. On verra. Tu parlais du S&P 500, si j'ai bien compris, le fait de surperformer en ce moment, c'est un signe que c'est le signe d'un bull de ce genre d'ETF et donc ça va durer longtemps, cette phase de hausse, c'est ça. Alors, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, structurellement parlant, on est quand même sur des périodes de hausse, on est sur 10 à 12 ans de surperformance de l'or par rapport au S&P 500. Et ensuite, le reste du temps, on a une surperformance du S&P 500 par rapport à l'or. Et en général, par rapport même aux autres classes d'actifs, si on exclut la partie Bitcoin, parce que Bitcoin, tu peux charter Bitcoin par rapport au S&P 500, le Bitcoin éclate le S&P 500 et éclate toutes les autres classes d'actifs, d'accord? Donc, oui, moi, je pense que structurellement, même si on peut avoir des corrections, en fait, si tu prends le graphique que j'ai montré tout à l'heure, si tu prends toutes les mauvaises news qu'on a eues depuis 2009, hein, d'accord, depuis 2009, donc c'est quand même assez fou. Hein. Tu as eu le Covid, tu as eu les tarifs de Trump, tu as eu les différents mandats avec les différents présidents, tu as eu quand même un certain nombre de mauvaises news. Pour autant, le graphique ment pas, hein, une surperformance assez folle. Hein. Donc pour moi, la continuation de la tendance, c'est que ça continue comme ça, une surperformance du S&P par rapport à l'or jusqu'en 2034, parce que c'est ce qu'on connaît depuis plus de 100 ans. Donc oui, qu'il y ait une continuation de la tendance. Par contre, sur le court terme, tu peux très bien avoir pendant 1 an, 2 ans, une correction pour ensuite repartir un petit peu à la hausse, etc., etc. Si tu regardes sur le graphique, les baisses qu'on a eues pendant le Covid, tu les vois même pas. Hein. Pour autant, elles ont été existantes. Elles existaient. Et pour autant, ça a fait mal à beaucoup de gens. Et tu les vois même pas. Parce qu'en fait, si tu prends pas un truc sur 2 ans ou 3 ans, mais tu le prends sur 35 ans d'analyse, voire même sur plus de 100 ans, là, comme ce que j'ai montré tout à l'heure, en fait, la volatilité, elle est énormément lissée, tout simplement. Rico, le cycle de 4 ans peut potentiellement disparaître sur ce cycle en fonction des actions de la Fed en 2026. Pro-Trump, allons-nous vivre un super cycle? Perso, je pense que oui. Moi, j'ai du mal. J'ai du mal avec le super cycle, tout simplement parce que ça irait casser tout ce qu'on a connu depuis la création de la crypto. Super cycle, ça veut dire qu'il y aurait plus de rendement et plus de volatilité. Jusqu'à présent, depuis 16 ans pour Bitcoin, on est de cycle en cycle sur moins de rendement, de cycle en cycle, moins de volatilité. Là, ça veut dire que si on part sur une théorie de super cycle, sachant que les gros, globalement, sont déjà placés, hein, d'accord, hein. Trump, aujourd'hui, sa fortune personnelle, il y a à peu près 40% de sa fortune personnelle qui est sur du Bitcoin. Alors, si on prend tous les actifs, les entreprises dans lesquelles il a investi, etc. Exposé à peu près 40% sur du Bitcoin. Vous avez Elon Musk, évidemment, qui a investi sur du Bitcoin depuis un certain temps. Vous avez des réserves stratégiques qui se font un peu à droite à gauche, des entreprises qui achètent énormément. Évidemment, ça peut aller plus haut. Mais c'est pas le genre de scénario qu'on entrevoit en bear market. Et donc de là à se dire qu'on va repartir sur du super cycle, donc là sur un Bitcoin qui peut aller à 500 000, 1 million, je vois des prédictions là qui disent d'ici la fin de 2025, on est sur un Bitcoin à 1 million. J'y crois pas du tout. Franchement, j'y crois pas du tout. Et à chaque cycle, on a ce genre de truc. Hein. À chaque cycle, on a ce genre de scénario de personnes qui vont nous dire on va partir sur un super cycle et on va aller breaker ce qu'on a eu depuis le tout début de la création de la crypto. Je dis pas que c'est impossible. Hein. Tout reste possible. Mais est-ce que c'est probable? Et de baser tout son scénario et toute sa stratégie par rapport à ça, en fait, on a beaucoup plus de chances et de probabilité d'être le bag holder en bear market. Hein. C'est comme ça en fait qu'on garde des cryptos et qu'on se fait éclater. Alors après pour le Bitcoin, on peut se dire allez, j'investis sur le très long terme, au final on s'en fout. Mais franchement, le super cycle, j'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. J'y crois pas parce que ça irait breaker tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et toujours la question, comment tu fais pour avoir ce break de ce super cycle? Qui va continuer d'acheter? Enfin, qui achète pour qu'on ait ce fameux super cycle? Aujourd'hui, les gros, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent acheter, ils veulent se placer, mais surtout, pas faire de vagues. Ils veulent surtout pas que le cours et l'évolution augmentent. Et je vois pas la partie retail pousser le Bitcoin à 1 million, tu vois. Genre, j'y crois pas du tout. Donc bon, après, chacun se fera son idée là-dessus, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es rentré sur des niveaux de prix intéressants, que tu prévois une partie de scénario en se disant il y aurait peut-être un super cycle, pourquoi pas, mais tu gardes une partie de ton bac peut-être pour ce scénario-là, mais que tu aies pris zéro profit en te disant je mets 100% de mon scénario sur le super cycle, moi je trouve ça risqué. Mais bon, voilà, après, chacun gérera son risque comme il veut. Hein. Mais sur chaque cycle,
Franchement, nous, c'est clairement pas notre premier cycle. À chaque cycle, c'est la même chose. À chaque cycle, les mecs te disent, c'est différent. Là, par exemple, sur ce cycle-là, c'était quoi? Ça va être Bitcoin only. L'Ether, il dépassera jamais l'ATH, il n'aura pas de perf. Là, il a de la perf. Ah oui, mais parce qu'il y a des ETF, l'Ether, il performera pas. Force est de constater qu'il performe. Là, on nous dit à chaque fois, il n'y aura pas d'alt season, les alts, ils performeront pas. Alors déjà, les graphiques mentent, parce que les alts performent quand même si globalement, c'est quand même assez faible par rapport aux performances qu'on a eues sur le Bitcoin et sur l'Ether là, depuis le bottom. Et à chaque fois, on va nous dire c'est différent parce que. Puis rajouter le hashtag. Ça sera différent parce que. C'est pas différent. Hein. Ceux qui vous diront là, c'est différent, il n'y aura pas de bear market. On verra. On verra quand il y aura un Bitcoin à 160 000, 180 000, un Ether potentiellement à 6, 7, 8, 9 000 balles, des alts qui pètent de partout. Il n'y aura pas suffisamment de liquidité pour que tout le monde puisse extraire ses plus-values. Le bear market, il arrivera. Et plus ça monte haut, plus ça monte fort, plus c'est explosif, moins les gens auront envie de vendre, et plus ils penseront que cette fois-ci, ce sera différent, et plus ils vont venir vous insulter dans les commentaires parce que vous direz que vous aurez pris des plus-values. Moi, je me souviens, au cycle de 2021, quand je disais aux gens, déjà, même 2019, quand je disais 2018-2019, quand je disais que je rentrais sur de l'Ether entre 70 et 100 balles, quand je rentrais sur du Cardano à 2 centimes, quand je rentrais sur du Link à moins de 1 euro, etc., et que j'expliquais aux gens ce que je faisais, les gens, beaucoup sur YouTube, me disaient vous y connaissez rien, c'est de la grosse merde, vous êtes des arnaqueurs ou ce que vous voulez. Force est de constater qu'on avait raison. Et en bull run, quand on commençait à prendre des profits, parce qu'on était sur des plus-values super intéressantes, quand tu as raidé le truc du Cardano de 2 centimes à plus de 3 balles 50, quand tu es passé à 14 balles sur le BNB et que tu es monté à plus de 500 balles, etc., évidemment que tu vas commencer à prendre des profits, ce qu'on a commencé à faire à ce moment-là. Et là, pareil, les gens disaient, mais c'est que le début, c'est pas le moment de vendre, etc. Donc en fait, tu passes pour un con à l'achat et à la vente, parce que les mecs, ils font tout l'inverse. C'est pour ça que beaucoup de gens sont restés sur le carreau et n'ont pas gagné de l'argent. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment garder la tête froide sur un truc comme ça, parce que regardez, hein, si vous avez été là pendant tout le cycle, regardez les périodes où c'était les meilleurs moments pour acheter. Si vous avez été là, regardez le nombre de gens qui vont vous dire après par la suite, ou peut-être qu'ils vous le disent déjà aujourd'hui, ah mais toi tu as eu de la chance, tu as acheté cette crypto à tel prix. Cette chance, vous l'avez provoquée, hein, tous. Hein. Vous avez été là, vous avez payé le prix, vous avez accepté la volatilité, vous avez accepté de faire des choses alors que beaucoup de gens n'étaient pas capables de le faire. Alors c'est toujours facile de le mettre sous le ressort de la chance. La réalité, c'est que beaucoup de gens ont eu aussi cette chance, mais n'ont pas été capables de faire les choses correctement. Tout simplement. Donc, pour répondre à ta question, Rico, moi, je serais quand même vigilant par rapport à ça. Attention, tout ce qui est super cycle. Super cycle, en fait, pour moi, si on part sur ce scénario-là, rester sur la partie Moonbag, tu te dis, allez, je garde une partie de mon truc. Surtout si tu as investi tôt, si tu es sur des très belles plus-values, valide tes plus-values. L'argent d'aujourd'hui vaut beaucoup plus que l'argent que tu pourrais avoir demain. Valide tes plus-values et puis après, tu verras. Voilà. Si après, il y a le super cycle, et ben, que tu en profites et que tu gardes ton argent, une partie de ton capital pour profiter de la dernière vague haussière, il n'y a pas de souci. Mais si tu es sur des niveaux de prix qui explosent de partout, tu ne peux pas avoir un marché qui reste à l'explosion avec des alts qui pètent de partout tout le temps. Tu le vois, hein. Regarde les périodes de peur, d'anxiété et d'incertitude sur les marchés, combien de temps ça dure. Le sentiment, il trompe pas. Quand je dis aux gens que des moments, quand on n'a pas forcément le temps de faire toutes les analyses, etc., regardez juste et analysez juste simplement le sentiment de marché. Quand le sentiment de marché, il est dégueulasse, par exemple, les alts, quand ça va péter à la TH, les gens vous diront, vous avez eu de la chance. Ils avaient eu 4 ans pour en acheter des alts. Pas faute de l'avoir dit. Ben, ils ne le feront pas, ils attendront que ce sera la TH. Et puis après, c'est à partir de ce moment-là où les mecs, ils vont se prendre une déculottée. Mais la réalité, c'est ça. C'est que c'est très compliqué de faire les choses sur le court terme parce qu'on se dit putain, ça va jamais réaugmenter ou il y a un risque et on a toujours l'impression que ça va durer éternellement parce que c'est un peu notre biais d'ancrage. Hein. On n'a connu qu'une baisse. Vous avez connu qu'une baisse. Depuis que vous êtes rentré, ça fait que baisser. Donc pour vous, c'est votre quotidien. Sauf que le jour où ça augmente, beaucoup ont des syndromes post-traumatiques et se disent putain, ça va jamais remonter plus haut. Et au moment où ça augmente un peu, pour eux, ça va être une énième future baisse à venir. Au final, ce n'est pas le cas. Et en quelques semaines, tu peux rattraper des pertes que tu as eues pendant 2, 3, 4, 5 ans. C'est ça la partie alt. En très peu de temps, tu peux avoir des perfs super importantes. Mais il ne faut pas avoir peur de passer pour un abruti. Vraiment. Je vous le dis, les mecs, si quand vous vendez, vous avez l'impression de passer pour un abruti parce que quand vous vendez, là, tout le monde vous dit que c'est de la merde, ça va monter plus haut, ça va monter plus haut. Et que vous êtes déjà sur des très belles plus-values, faites-le. Vous êtes là pour gagner de l'argent, validez vos plus-values et vous verrez après. La plupart des mecs qui vous diront tout le temps je vends pas, ça va monter plus haut, c'est des gens qui vendront jamais. Donc quand bien même ça monterait plus haut, à la fin, regardez les vraies plus-values qu'ils auront réalisées.
Vraiment, soyez vigilants par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent tout simplement parce qu'ils n'ont jamais validé de plus-value. Ultra important là ce que je vous dis les mecs. Si pas de super cycle, tant mieux, on pourra en accumuler un peu plus sur le bear en horizon 2028-2032. Ouais, en effet. D'autres voient 2 millions en 2035, c'est plus crédible. Exactement, moi tu vois, de se dire Bitcoin d'ici 10 ans est à 1 ou plusieurs millions, tout à fait envisageable. Donc en fait, la tendance long terme, elle ne change pas. Tu vois, elle change pas. Et en plus, c'est en lien avec les graphiques que je vous présente, que je vous ai présentés précédemment, avec les bull market séculaires et les bear market séculaires pour montrer vraiment les vraies tendances. Et je vois pas en quoi le Bitcoin passerait à côté de ça. Donc structurellement, on est vraiment sur quelque chose qui, pour l'instant, est plutôt sur une tendance haussière, même si évidemment il peut y avoir des bears, il peut y avoir des corrections, etc. Et c'est à partir de 2034. 2035, où là, on pourrait avoir une arrivée de bear séculaire avec une surperformance de l'or par rapport au S&P 500. Et là, il faudra voir du coup comment pourrait se comporter le Bitcoin, tout en sachant que pour l'instant, il a connu que de cette période d'augmentation, d'un point de vue structurel. Est-ce qu'une vraie variante peut-elle peut-être la montée du BTC en continu en pensant que les investisseurs pricent déjà le fait qu'on pourrait partir en QE dès Q2, Q3 de l'année prochaine si tout se casse aux USA? Attends, je vais relire ton truc. Est-ce qu'une variante peut être la montée du BTC en continu en pensant que les investisseurs pricent déjà le fait qu'on... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir des périodes de bull et des périodes de bear, toi, tu te dis, en fait, on aurait une augmentation avec moins de volatilité, mais structurellement importante. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des grosses augmentations de hausse, des grosses baisses, tu aurais une augmentation comme ça successive au fur et à mesure du temps. C'est aussi un scénario possible. Voilà. Mais dans tous les cas, en fait, si tu es sur un Bitcoin et qu'on a cette dernière vague haussière sur la fin d'année, un Bitcoin qui monte, je sais pas, entre 140, 160 000, voilà, à peu près vers ces eaux-là. De là à se dire qu'il n'y ait pas de correction, j'y crois pas du tout. Je vois pas un Bitcoin rester à 160 000 pour après monter en 2026 à 180 000, 200 000, 250 000 sans avoir aucune baisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire 2026, 2027, 2028, il n'y a pas de baisse, il n'y a qu'une augmentation. Franchement, j'y crois pas. Après, c'est comme tout. Hein. Si c'est le scénario que vous envisagez, je parle pour toi, Valmir, mais même aussi pour d'autres, il faut garder votre bague. Mais franchement, après avoir eu un Bitcoin qui est passé de 16 000 balles à 160 000, donc c'est un x10, si on va à 160 000, ça fait un x10. De là à se dire qu'il n'y aura pas une correction, sachant que c'est ce qu'on a connu à chaque fois, ça me paraît assez fou. Hein. Surtout que là, en fait, les gens ont oublié ça, mais il n'y a que des bonnes news, les mecs. Il n'y a que des bonnes news. Il y a des achats en long, large, en travers, les entreprises achètent, mettent en réserve stratégique et tout. Vous verrez en bear, quand ça se retourne, et quand on est vraiment dans le côté où les médias vous disent c'est bon, on est en récession, machin, vous verrez que ça fait des mois en fait que la récession, elle est déjà pricée, où on a déjà eu un certain nombre de trucs. Le marché crypto aura dérouillé. Hein. Donc, il faut se protéger. Et surtout, quand vous avez fait des plus-values, respectez votre plan. C'est vraiment ça le plus important, parce que le pire, c'est que quand vous avez réfléchi à votre plan, vous êtes bien rentré, vous avez fait correctement les choses, et que au moment où c'est le moment de prendre des profits et que vous devez prendre des plus-values, vous n'allez pas le faire parce que vous allez vous dire ah ben non, mais là potentiellement on peut avoir encore une augmentation, etc. Et cette potentielle évolution ou les potentiels 20-30% d'augmentation que vous souhaitez attendre avant de prendre des plus-values, c'est ça qui va vous faire mordre la poussière et que vous allez subir en fait ce que vous avez subi depuis un certain temps. Franchement, souvenez-vous pour ceux qui sont quand même assez anciens sur les marchés de ce qu'on vous disait, par exemple, sur le cycle de 2017 et ce qu'on vous disait sur le cycle de 2021. Sur 2017, quand c'était à 20 000 balles, le Bitcoin, les mecs vous disaient ça va monter à 100 000. 100 000, c'est sûr, c'est acté. Au final, ça n'a pas été le cas. Et regardez, la baisse qu'il y a eu après, ça a été monumental. Et à la fin, c'était en mode c'est bon, la crypto, ça sert plus à rien, c'est de la grosse merde, c'est un gros scam. Et quand tu n'as que des mauvaises nouvelles et que tout le monde te dit que c'est un scam, bah, généralement, c'est que là, tu achètes des super prix. D'accord 2021, c'était pareil. Les mecs vous disaient on est monté à 60 000. 69 000, tout le monde vous disait 100 000 balles, c'est acté. Et après, c'est le million et c'est le machin. Ça n'a pas été le cas. Là, regardez. 100 000 balles, on y est, on consolide. Pour autant, le marché, il est mort. Quand ça sera à 140 000, 160 000, vous allez voir que beaucoup de gens vous diront 200 000, 300 000, et puis 500 000, et puis 1 million, etc. Ce ne sera pas le cas. À un moment donné, ils auront raison. Mais sur le court terme, moi, j'y crois absolument pas. S'il y a bien une leçon que vous devez retenir de ça, c'est que changer une approche ou modifier la probabilité d'un scénario spécifique
par rapport aux circonstances de marché, c'est-à-dire en bull run, en bear market, vous créez votre stratégie. En bull run, vous voyez que ça augmente. Vous allez changer vos scénarios pour vous dire, tiens, peut-être que ça peut encore augmenter plus haut parce que potentiellement, on aurait, je sais pas, un super cycle, etc., etc. C'est là où vous faites des erreurs. Votre scénario, en fait, vous le faites dans des périodes de calme où il n'y a pas grand-chose. Et en bull run, vous le respectez, votre plan. C'est tout. Parce que en bull run, il y aura toujours une raison de penser que ce sera différent. C'est jamais le cas. Il y avait un bouquin que je vous invite à lire. Je le dis à chaque fois, ce bouquin, parce que franchement, je pense que pour beaucoup de gens, ça serait intéressant de le lire. Ça s'appelle This Time is Different. C'est des analystes qui ont analysé plus de 800 années d'historique sur les marchés financiers. 800 années quand même. Et ils vous expliquent qu'à chaque fois que les gens vont vous dire This time is different, ils vous montrent par des éléments concrets, factuels. C'est pas le cas. C'est jamais This time is different. C'est toujours des cycles qui sont peut-être plus longs, que les gens ne connaissent peut-être pas, ou que c'est la première fois que nous, en tant qu'êtres humains, on va vivre le truc. Donc on se dit, ah punaise, c'est la première fois que ça arrive. Sauf que non, c'est déjà arrivé des centaines de fois dans l'histoire. Et pas que en France, pas que en Europe, pas que aux États-Unis, un peu de partout ailleurs. Donc en fait, c'est qu'une question de perspective. Et qu'en général, c'est jamais différent. Jamais. C'est même assez mathématique. La psychologie humaine, c'est même assez mathématique. Donc c'est assez fou. Bear market, j'ai fait x10 avec l'accompagnement et la formation. Bah écoute, merci Mélanie. Voilà. Tous ceux qui se posent des questions sur comment rentabiliser. Voilà. Et pour autant, on pourrait le mettre en avant, ça, hein, les gars. On pourrait le dire. Hein. On pourrait dire, regardez ce qui a été fait, voilà, les performances et tout. On peut le dire. Et on pourrait dire, a priori, on va continuer de gagner de l'argent. Mais le problème, c'est qu'on peut pas vous promettre, malgré les performances, malgré ce qu'on a fait, et malgré les résultats qu'on a aujourd'hui, on peut pas vous promettre que le fait de rentrer aujourd'hui, vous êtes sûr de gagner de l'argent. A priori, si on vous laisse rentrer, c'est qu'il y a un maximum de chances et de probabilités de faire les choses correctement. Mais il y a toujours un risque. Il y a toujours un certain nombre de probabilités à prendre en compte et le risque, c'est vous qui le prenez. Et ça, c'est la seule vérité. Donc, on préfère mieux laisser faire rentrer des personnes qui décident de venir et qui disent, OK, il y a un risque, je vais comprendre, je vais me former, je vais comprendre ce qu'il y a derrière et après, je décide d'y aller ou de ne pas y aller. Parce qu'en fait, le risque, les conseillers ne sont jamais les payeurs. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. C'est vous qui allez, si jamais ça ne se passe pas correctement, la réalité, c'est que c'est vous qui allez en payer les pots cassés. A priori, si on fait des choses, c'est que nous aussi, on est là pour gagner du pognon. Et ce qu'on fait, ça marche. Voilà. Mais on préfère être droit dans nos bottes et continuer de dire aux gens, si vous venez, il y a toujours aussi un risque. Il faut faire les choses correctement. Les opportunités sont là. Le risque, c'est vous qui décidez de le prendre. Et qu'a priori, si vous rentrez aujourd'hui, c'est qu'il y a des belles opportunités. Il faut être capable de les saisir. Et il y a des belles performances à aller chercher. Voilà ce qu'on peut dire. Après, qu'est-ce que ça va donner à coup sûr? Ou est-ce qu'on peut garantir un certain nombre de gains? Tu mets tant d'argent, tu récupères tant? Bah non, ça, on ne peut pas le faire. Rico, oui, en effet, ça n'empêche pas de prendre des profits, même si la probabilité de super cycle, je suis OK sur l'aspect profit. Ouais, exactement. Exactement, c'est ça. En fait, tu te dis, moi, peu importe les scénarios, je veux gagner. Tiens, il y a le super cycle, j'ai encore du Bitcoin. Tiens, il n'y a pas de super cycle, j'ai pris des profits, j'ai des stablecoins, j'ai fait de la DeFi, j'ai des rendements réguliers qui rentrent pour continuer mon DCA si ça arrive. Après, pareil, en bear market, on verra. Hein, ceux qui sont aussi dans l'accompagnement, on vous le dira aussi. Hein, si on sent qu'au niveau des indicateurs, est-ce qu'on observe, on voit que la baisse, elle risque de ne pas continuer plus bas et qu'on aurait un bear market qui serait plus tôt et qu'on arriverait sur un left translated cycle en anglais, donc un top qui arriverait plus tôt et un bear market qui arriverait plus tôt aussi que prévu. On le fera et on vous le dira. Pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour pouvoir le voir. Pour moi, l'ETH a plus de possibilités d'évolution de valeur dans le temps par rapport à du BTC. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord, mais et puis ça ne répond pas aux mêmes objectifs. Mais c'est sûr que les performances et les rendements, à mon avis, seront au rendez-vous. J'y crois aussi. Ouais, la stratégie doit être respectée, sinon tu fais rien, c'est clair. C'est clair. La crypto, c'est du mental, de l'endurance, une bonne gestion émotionnelle et de la rigueur et surtout de la survie. Ça, je leur dis, hein, les gars, c'est de la survie, la crypto. Les gens pensent qu'en fait, la crypto, c'est en mode, ça augmente pas beaucoup, d'un coup ça pète, je deviens riche. En fait, il se passe rien sur votre portefeuille, voire ça fait que baisser pendant 3 ans, 3 ans et demi, si vous n'avez pas une bonne allocation de portefeuille. Et pendant très peu de temps, pendant 90 jours, ça explose à la hausse. Mais si vous n'avez pas tenu pendant toutes ces années-là, et que vous n'avez pas fait les choses correctement, et vous n'avez pas fait votre stratégie, vous n'avez pas tenu émotionnellement et tout, bah pendant la période de temps où ça augmente, vous n'allez pas gagner de l'argent. Vous n'allez pas prendre de profit, ou vous allez vendre au pire moment, ou racheter des bougies vertes, etc. Et la crypto, avant tout, c'est de la survie. Voilà. Si vous arrivez à survivre et pas faire du game over, vous faire hacker, perdre de l'argent sur le court terme, bref,
toutes ces choses-là, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Mais beaucoup de gens, en fait, se trompent de combat parce qu'ils se disent: «Je veux trouver le projet et tout de suite, je veux que ça augmente». Bah non. Je connais pas un mec qui est même tombé sur des bons projets et qui ont eu que des trucs qui ont augmenté. Il y a forcément, à un moment donné, tu vas avoir ton portefeuille dans le rouge. Et comment tu vas réagir quand ton portefeuille est dans le rouge? Et comment tu vas réagir quand il sera dans le vert aussi? Mais c'est toujours plus simple de voir ton portefeuille dans le vert que quand tu le vois en dessous de ton coup de revient. Surtout quand tu as mis beaucoup d'argent dans le projet. Salut Thibaut, faites plus de live avec Benjamin, époque des apéros crypto. Alors non, il est pas mal occupé en ce moment. Et puis il suit quand même moins la partie crypto que nous, donc c'était plus par rapport à ça. On l'avait fait venir au départ, Benjamin, parce que c'était intéressant d'avoir son retour par rapport aux banques et la vision par rapport à la partie crypto liée aux banques. Mais sinon, non, il suit moins la partie crypto que nous. Ça serait pas pertinent.